Guy Fawkes. Ce nom vous est peut-être inconnu, mais pourtant si je vous montre ce masque, nombreux sont ceux qui le reconnaîtront au premier coup d'œil. De nos jours, c'est même bien plus qu'un masque, c'est une idée, un symbole, un devoir. Mais malgré tout, l'individu dont il s'inspire reste encore un mystère pour certains, et de ce fait, nous allons y remédier tout de suite. Guy Fawkes est né le 13 avril 1570 à Stonegate, rue située dans la ville de York, en Angleterre. Il est le seul fils d'Edward Fawkes, surveillant des cours ecclésiastiques puis avocat de l'archevêché d'York. Sa mère, Edith Jackson Blake, n'était autre qu'une descendante de la famille Harrington, l'une des plus importantes familles marchandes de la ville. Au-delà d'un début relativement simple, Fawkes est en grande partie baigné dans la foi protestante inculquée par son père, même si par la suite, à l'âge de 16 ans, il décide de se convertir au catholicisme, et ce détail, en apparence insignifiant, a pourtant son importance. Le catholicisme en Angleterre à cette époque est un sujet assez tendu. Entre 1533 et 1540, le roi Henri VIII retire littéralement la surveillance de l'église de Rome. Autant vous dire que cet acte crée de nombreuses tensions dans les décennies qui suivent. Après le décès du roi en 1547, les prétendants au trône s'enchaînent. Certains essaient de ramener une politique pro-catholique telle que Marie Tudor, tandis que d'autres veulent répondre à la fracture religieuse croissante comme Élisabeth Ière. Et en effet, l'introduction du règlement élisabétain exige que chaque personne nommée à une fonction publique ou ecclésiastique doit prêter allégeance au monarque, considéré comme chef de l'église et de l'État. Quelles conséquences pour les récalcitrants, me direz-vous? Eh bien, ils sont tout bonnement marginalisés, et même si le risque de torture ou même d'exécution se fasse de plus en plus ressentir, certains prêtres continuent à pratiquer leur foi dans le secret. Mais ne prenons pas la situation comme étant une généralité pour tous les catholiques, le pire était souvent réservé aux puritains qui ne voulaient pas prêter allégeance ou aux plus extrémistes. Élisabeth n'étant pas aussi intransigeante que sa demi-sœur Marie, privilégiant plutôt le pragmatisme sur les questions religieuses. Au-delà de ça, il y avait aussi un côté assez politique, puisqu'Élisabeth et son conseil craignaient une sorte de croisade des catholiques envers une Angleterre qui était considérée maintenant comme étant hérétique. De ce fait, les lois d'hérésie sont annulées, et même si une nouvelle loi d'uniformité prend place rendant ainsi la présence à l'église obligatoire, les récusants n'encourent aucune peine sévère. Donc finalement, Élisabeth était loin d'être un modèle de tyrannie profonde. C'est quand même sous son règne que le théâtre anglais a pu s'épanouir sous Shakespeare par exemple, et ce qui nous intéresse, c'est ce qui va suivre. Nombreux sont les prétendants au trône, mais malgré tout, la passation du pouvoir se déroule sans accroc. Le choix de Jacques Ier comme nouveau roi est même bien accueilli. Les catholiques, plutôt que de créer des problèmes, encouragent cette idée et les jésuites, dont la présence sur le territoire est punie de mort, apportent un soutien profond au nouveau monarque. Il incarne ce qu'on appelle l'ordre des choses. Qui plus est, pour marquer son accession au pouvoir, il annonce un cessez-le-feu avec l'Espagne, et même si les deux pays restent toujours théoriquement en guerre, le roi Philippe III envoie un émissaire afin de féliciter Jacques Ier pour son avènement. Beaucoup ont l'espoir que le roi se convertisse au catholicisme en raison de l'exécution de sa mère qui était elle-même catholique, c'est d'ailleurs une idée que partagent de nombreuses maisons royales d'Europe, mais ce dernier rencontre un début difficile. Jacques va affronter deux conspirations dès la première année de son règne, la conspiration accessoire et la conspiration principale. L'un des buts était de capturer le roi afin de le forcer à abroger la loi anticatholique, mais heureusement pour lui, elles échouent toutes les deux. Jusqu'ici, Jacques Ier était encore assez tolérant envers les catholiques, préférant imposer aux plus extrémistes l'exil à la mort. Cependant, avec le temps, la pression sera de plus en plus grande pour le roi, particulièrement en politique étrangère. Comme dit précédemment, la guerre anglo-espagnole est toujours d'actualité, durant depuis 1585, et Jacques compte bien y mettre un terme. Et c'est chose faite, mais malgré un traité de paix obtenu en août 1604, les Espagnols continuent de réclamer une liberté de culte en Angleterre, et ils se retrouvent pris entre deux feux. À l'étranger, sa politique de répression envers les catholiques n'est pas du tout bien vue, tandis qu'à l'opposé, son conseil privé l'encourage à être encore plus intransigeant. Les choses ne font qu'empirer par la suite. Il va commencer par déclarer l'église hors la loi en février 1604, puis il va ordonner à tous les prêtres et jésuites de quitter le pays, et change finalement de comportement envers les catholiques en instaurant simplement des amendes à tous ceux qui ne veulent pas assister à un office. Cette amende varie en fonction des revenus de chacun, mais on arrive facilement à atteindre 5000 livres sterling par année, ce qui représente aujourd'hui plus de 200 000 euros. Cette information cependant reste encore à confirmer. Je pense donc que vous commencez à comprendre pourquoi le climat religieux de l'époque était relativement tendu. Si l'on dresse un tableau qui résume le tout, vous avez deux rois, d'un côté Jacques Ier, souverain d'Angleterre, et de l'autre Philippe III d'Espagne. Les deux se combattent depuis des décennies, et même si Philippe III n'aime pas forcément la façon de gérer les catholiques de la part de Jacques Ier, il préfère en tout point la paix à une violence totalement inutile. Et c'est dans cette idée que va naître justement la conspiration des poudres dirigée non pas par Guy Fawkes mais par Robert Catesby. Le but est simple, tuer le roi, son conseil et certains membres de
la Chambre des Lords, tout ça en faisant sauter le Parlement. Il y avait aussi un objectif secondaire, et c'était de capturer la princesse qui se trouvait dans l'abbaye de Combes et de la placer sur le trône après la mort du roi. Les conspirateurs espèrent ainsi rétablir le catholicisme en Angleterre sans forcément avoir besoin de l'aide de l'Espagne qui, je vous le rappelle, a fait la paix avec son adversaire. Mais qu'en est-il de Guy Fawkes? Eh bien, après sa scolarité, alors âgé de 22 ans, Fawkes vend la maison qu'il avait héritée de son père et s'engage dans l'armée espagnole pour se battre contre les protestants des Provinces-Unies. Les années passent et il se révèle être un excellent soldat, accumulant de nombreuses connaissances comme sur les explosifs, ce qui sera d'ailleurs la raison principale de son enrôlement dans la conspiration des poudres. À partir de ce moment, tout va s'enchaîner rapidement, et en effet le temps presse. S'ils ne passent pas à l'action, les conspirateurs savent pertinemment qu'ils ne recevront aucune aide extérieure. Ils commencent donc par louer une cave située sous la Chambre des Lords, ce qui leur facilite grandement la tâche car à la base, l'idée était de creuser une galerie sous le Parlement, tout en évitant de se faire voir. En mars 1605, plus de 670 kg de poudre sont stockés en vue de l'attentat à venir, et il ne reste plus qu'à attendre que les membres du Parlement se réunissent. Le plan est donc bien ficelé, personne n'est au courant, mais vous et moi nous savons que l'attentat a totalement échoué, et la question donc se pose, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème est simple, quelques conspirateurs se sont rendus compte que certains de leurs coreligionnaires, c'est-à-dire des personnes qui partagent la même religion qu'eux, vont être sur place le jour de l'attentat et donc vont craindre pour leur vie, ils seront tout simplement en danger de mort. Donc l'un des conspirateurs va écrire une lettre d'avertissement à l'une des personnes concernées qui n'était autre que William Parker ou le 4e baron Monteagle le 26 octobre. Le lendemain, la plupart des hommes du complot vont apprendre la nouvelle mais décident finalement de ne pas changer le plan initial puisque rien n'a bougé dans la cave. Cependant, le baron est suspicieux et va transmettre la lettre au secrétaire d'État qui va ordonner une fouille générale de toutes les caves se trouvant sous la Chambre des Lords. Et c'est à ce moment-là que Fawkes est découvert le matin du 5 novembre alors qu'il était prêt à mettre feu à plus de 36 barils de poudre. Torturé pendant plusieurs jours, il va dénoncer l'ensemble de ses complices qui seront soit capturés, soit tués, et le jour de son exécution, alors qu'il était promis à être pendu puis écartelé, il va réussir à s'échapper de son bourreau, à sauter de l'échafaud et à se briser le cou. En d'autres termes, Guy Fawkes évita la sentence qui lui avait été promise et fut seul maître de son destin, et c'est sur ces mots que nous allons nous laisser. J'espère vraiment que vous avez apprécié le sujet du jour, il a pris du temps à être écrit tout simplement parce que je devais traiter la dose d'informations qui était assez colossale, et comme je ne voulais pas m'étendre sur tous les domaines, eh bien il a fallu que je vulgarise au maximum. Sur ce, je vous laisse, on se revoit la prochaine fois pour un nouveau sujet de vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao.